là également. Et Pierre-Olivier Langevin de GPS Médici qui est avec nous autres ce midi. Bonjour Pierre-Olivier, ça va François. bien? Oui. Une grosse année quand même, hein? Mais il faut regarder aussi ce qui va se passer avec notre portefeuille, comment on fait une bonne décision d'investissement. Il faut peut-être faire un petit peu de révision. On avait parlé avec votre collègue Carl, puis là c'est le temps de réfléchir pendant le temps des fêtes un peu plus, puis regarder ce qui va se passer. Souvent les gens n'arrivent pas à bien évaluer leur gestionnaire de portefeuille ou dans le fond, ils ne savent pas quelles questions poser. Tout le temps, mais il me semble, je vais voir mon gestionnaire, mon conseiller, puis je me sens niaiseux. Alors, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on veut vous donner des pistes de solutions. Comment nous, on s'évalue, puis donner des conseils aux gens, comment vous devriez évaluer votre gestionnaire. Bien, justement, qu'est-ce qu'une bonne décision d'investissement? Je pense que c'est la première question qu'on peut se poser aussi, là. Exactement, ça part de là. Une bonne décision d'investissement, ce n'est pas nécessairement une décision où le rendement, le résultat va être super bon. Une bonne décision, c'est une décision où tous les faits connus sont connus. C'est-à-dire qu'en tant que gestionnaire, on va aller lire les rapports annuels, on va aller collecter toutes les données pour s'assurer qu'on ne manque pas un fait important. Donc, connaître les connus. On doit aussi connaître les inconnus. Donc, se faire une idée de la probabilité qu'il y ait un changement de paradigme, qu'il y ait quelque chose qui arrive dans l'industrie dans laquelle on évalue une société qui pourrait faire en sorte que la société périclite. Donner un exemple, par exemple, couche-tard, il y a des gens en ce moment qui disent que l'arrivée de la voiture électrique ou la popularisation de la voiture électrique pourrait leur nuire à long terme. Donc, c'est de garder en tête ces faits-là qui ne sont pas actuels, qui ne sont pas présents dans le fondamental, mais qui pourraient arriver un jour. Mais connaissant Alain Bouchard, je pense qu'il doit être en train d'y penser puis se préparer. C'est clair. Habituellement, il est assez d'avance dans sa pensée. Quand on parle de rendement-risque asymétrique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, maintenant que vous connaissez tous les faits, vous les avez collectés, vous avez beau tout connaître, c'est peut-être pas une bonne opportunité d'investissement. Donc, le bon gestionnaire doit être en mesure de juger la situation où vous allez faire un meilleur rendement, où vous allez prendre moins de risques, et c'est ce qui va faire que vous allez avoir une plus-value, une valeur ajoutée. Et malgré ces trois critères-là, vous n'obtiendrez pas de bon rendement, que vous soyez un investisseur autonome ou que vous soyez un conseiller, si vous n'êtes pas discipliné dans votre approche. Donc, discriminer les titres entre eux. Si j'ai deux opportunités et que j'ai seulement de l'argent pour une des deux, je dois choisir la meilleure. Je dois être capable de les différencier. Et l'autre critère, garder son calme quand la bourse est volatile. Ça, c'est dur. Si vous avez bien fait vos devoirs, c'est plus facile de rester calme. Alors, c'est des critères. Comment prendre une bonne décision d'investissement? Vous avez besoin de ces 4 ingrédients-là. Bon, parce que quand on reçoit nos relevés mensuels, il y en a plusieurs qui commencent à paniquer. « Oups, j'ai perdu 2 000. Oups, j'ai perdu 3 000. » Puis là, c'est là que ça devient... Le rationnel commence à disparaître lentement, mais sûrement. On en a parlé au mois d'octobre quand c'est arrivé, la forte baisse sur les marchés. On s'en allait vers une correction, puis finalement, elle n'est pas arrivée, la correction totale, là, mais il y a quand même eu une fluctuation quand même assez importante à la baisse. Oui, c'est clair. Donc, on disait tantôt, bon, le rendement, avoir un profil rendement-risque asymétrique. Le rendement est quand même assez facile à évaluer. Hein? C'est une donnée, c'est un chiffre. Alors que d'un autre côté, le risque est difficile à évaluer. Je ne sais pas si on peut afficher... Ben, on va aller chercher justement la gestion de risque là, par rapport à une courbe. C'est ça. Je pense que une image vaut mieux le mot habituellement. Là. Donc ça, c'est la définition classique disons, de la courbe rendement-risque qu'on peut obtenir. Selon différentes classes d'actifs, on va prendre plus de risques et on va obtenir un meilleur rendement. Si on passe à la suivante... Notre définition du risque est différente. Nous, on dit, par exemple, dans le marché des actions, oui, dans son ensemble, pour un risque donné, vous allez obtenir un rendement donné. Par contre, il existe dans l'univers des actions plusieurs entreprises où le profil de risque, le risque de perdre de l'argent de façon permanente, va être plus faible et le profil de rendement peut être plus élevé. Alors, le gestionnaire actif, comme ce qu'on fait chez Médici, va chercher à aller capter ces inefficiences-là. Bon, il y a quelque chose aussi que l'on remarque dans la courbe que vous nous avez présentée. Plus on risque de faire de l'argent, plus le risque est élevé. Peu importe avec les actifs dans lesquels on va investir. C'est à chose à retenir. En général. Oui. En général. Nous, on cherche à aller chercher les inefficiences. Et vous voyez, par exemple, le petit losange rouge. Oui. Vous ne voulez pas d'un gestionnaire que si vous obtenez un meilleur rendement, c'est parce que vous avez pris plus de risques. Vous voulez un gestionnaire qui réussit à étudier les risques de façon à avoir un meilleur rendement avec une prise de risque égale ou peut-être même plus faible.
Alors, c'est ce qu'on cherche à prime abord. Bon. Alors, il y a deux impacts là, que l'on remarque, là. D'abord, diversification, c'est important. Puis la connaissance des faits aussi est aussi importante. Quand vous allez vous asseoir avec votre gestionnaire, vous allez lui demander comment réduisez-vous les risques. Et il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui vont dire, on va diversifier le portefeuille. On va le diversifier d'une façon que chaque titre dans le portefeuille va avoir un faible apport. Donc, c'est le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si une entreprise va mal, ça n'affectera pas trop le portefeuille. L'autre grande famille, c'est on connaît bien nos entreprises. On a pris le temps de bien les évaluer. On sait qu'elles sont moins risquées que l'ensemble du marché et donc on peut faire une meilleure performance. Alors, ces deux grandes familles-là sont totalement différentes. Il y a certains gestionnaires qui sont plus d'un côté, d'autres plus de l'autre. Notre commentaire éditorial aujourd'hui, c'est vraiment si votre gestionnaire vous répond que sa façon de se protéger des risques, c'est d'utiliser la diversification, assurez-vous d'une chose. Okay? On a vu beaucoup de cas dernièrement avec la chute du pétrole. Les portefeuilles, des fois, sont très mal diversifiés. On regarde présentement, il y a des clients qui nous ont appelés, qui font affaire avec un autre gestionnaire et qui nous disent écoutez, je ne comprends pas, mon portefeuille chez mon autre gestionnaire a chuté de 20 dans le dernier mois. On dit envoyez-nous vos relevés. On regarde ça, puis on se rend compte que 30-40 du portefeuille est exposé aux sociétés énergétiques, alors que c'est un gestionnaire qui utilisait la diversification pour se protéger des risques. Alors, au final, la diversification n'était pas adéquate. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la diversification dans un portefeuille, c'est pas un prétexte pour ne pas connaître ces sociétés. Bon, alors donc, on fait un amalgame des deux. Le gestionnaire de portefeuille parfait, ce serait les deux. Là. Oui. Ne soyez pas nécessairement dans les extrêmes. Il faut bien connaître ces entreprises, puis il ne faut pas tout investir dans un seul panier. Oui, effectivement. Parce que si on essaie de répliquer tant qu'à ça, avoir 30 d'énergie dans notre portefeuille, tout aussi bien de prendre un ETF du TSX, puis ça va régler le bobo pareil. Voilà. Hein? Il n'y a pas grand-chose. L'importance du temps. Ça aussi, là, quand on investit, je sais, là, il y en a plusieurs qui nous écoutent, c'est plus du swing trade, du day trading, et on en fait chez nous, on en parle avec Régent-Paul, entre autres. Mais habituellement, gestion de portefeuille, c'est pas demain matin, c'est pas le mois prochain. Habituellement, on y va pour une couple de mois, sinon une couple d'années. Imaginez qu'en début d'année, on vous présente un titre à votre émission, qu'on juge qu'on a 80 de probabilité de faire un excellent rendement et qu'on a 20 de probabilité de ne pas faire d'argent ou d'en perdre un peu. Est-ce que si on a un mauvais rendement à la fin de l'année, on va avoir pris une mauvaise décision? On ne croit pas que c'est le cas. Le résultat à court terme n'est pas représentatif de la qualité d'une décision d'investissement. Et je dirais même plus, à court terme, la malchance peut être un facteur. Si vous évaluez votre gestionnaire sur une période de 5 ans, la malchance, ça peut plus être un facteur à ce moment-là. Et moi, l'autre chose également, je ne sais pas si on va en parler ou pas, là, avant de donner des exemples de ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Moi, les rendements passés, là, c'est pas le rendement futur, ça. Non. Moi, là, je laisse ça de côté. Je regarde comment lui réévalue ses portefeuilles. C'est bien plus important pour moi que de savoir que tel fonds commun a fait 24 les 5 dernières années. C'est pas vrai que ça va faire peut-être 24 la prochaine année. Il va peut-être faire plus, mais il va peut-être faire moins aussi. Il faut amener les investisseurs en bout de ligne à voir au-delà du rendement de la dernière année. Ce qui est important, en fait, le moteur de la bourse, c'est les profits. Alors, questionnez votre gestionnaire, demandez-lui, vous avez mis XYZ dans mon portefeuille, c'est 10 de mon portefeuille, est-ce que ces profits ont augmenté cette année? Lorsque les gens sont, disons, obnubilés par le rendement, ils oublient ce qui est important. Par exemple, nous, cette année, on a fait une petite étude là, dans les derniers jours, et la moyenne de nos titres qu'on détient en portefeuille pour nos clients ont cru leur valeur intrinsèque de 22 C'est ça qui est important pour nous. Le rendement qu'on a eu, c'est sûr que, bon, il est un peu supérieur à la valeur intrinsèque. Donc, il y a eu une augmentation des multiples qui est supérieure à la valeur de nos entreprises. Mais néanmoins, si vous êtes capable d'investir dans des entreprises
qui font croître leur valeur intrinsèque de 20 par année, vous avez de très bons investissements. Deux exemples dont on a parlé tout au long de l'année, Berkshire Hathaway, mais d'abord Constellation Software. Oui. Constellation a fait une année tout à fait remarquable. Beaucoup de gens nous disent, ouais, là, ça fait 2 années qu'on a de remarquable avec Constellation, le rendement est bon, le titre doit être trop cher. On dit, mais regardez, les flux autogénérés libres, l'an dernier, étaient de 208 millions, on se dirige vers 320 cette année. C'est une hausse de 54 %. Si vous regardez le cours boursier, c'est une hausse de 50 %. Alors, le titre a gardé son évaluation par rapport à l'an dernier. Même chose, Berkshire Hathaway. Là, sa valeur intrinsèque là, qui a changé. C'est notre analyse de la valeur intrinsèque. Donc, nous, on dit que l'entreprise vaut 54 plus cher qu'elle valait auparavant. Alors, il ne faut pas juste se laisser guider par le cours boursier. Il faut regarder les profits. Oui, effectivement. Malgré que le cours boursier des deux là, a quand même bien fait là, durant l'année, ça n'a peut-être pas suivi 54 pour Constellation, mais quand même, il y a quand même eu une bonne progression. C'est à peu près 50 pour l'année. On récapitule. Il faut questionner tout le temps les décisions d'investissement. Questionner les décisions plutôt que les résultats sur une période aussi courte qu'un an, là, ça c'est clair. Là. Ensuite, questionner ce qui n'est pas mesurable. Le risque, c'est pas mesurable. Vous ne l'obtiendrez pas sur un rapport de rendement. Mais c'est important de questionner le conseiller par rapport à ça. Ensuite, si le processus est bon, et là, c'est très important de mettre l'emphase sur le si. Si le processus n'est pas bon, partez en courant. Si le processus est bon et vous voyez votre conseiller fait bien son travail, fait bien ses analyses, laissez-lui du temps. Il peut être malchanceux à court terme. Et juste rappeler rapidement les profits et la valeur intrinsèque, c'est pas mal plus important que le rendement à court terme. Ça. Voilà. On vous retrouve dans quelques instants tout de suite.